Bonjour, mon nom est Lauriane Roberge et bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 8e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je suis accompagné de Lauriane Roberge. Salut Lauriane. Salut Yannick. Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va très bien, merci. Lauriane, tu es coureuse, tu es étudiante en physiothérapie et aussi, tu es conseillère au Coureur Nordique, une boutique de course à pied à Québec. Oui. Donc aujourd'hui, on va parler de plein de choses. On va parler de trail. Ça va être une entrevue un peu différente d'habitude parce qu'on part avec un thème. D'habitude, on se lance là-dedans puis on fait juste jaser soit d'une course récente ou peu importe. Je vais vouloir qu'on ait cette discussion-là de parler un peu de toi, de ton parcours de coureuse parce que autant sur route que sur trail, tu as un parcours assez diversifié en course à pied. Puis je vais vouloir qu'on en jase, mais on a aussi un thème qui est les espadrilles de course. Je le disais en fin d'épisode la semaine passée avec Patrice Godin. C'est quelque chose que tout le monde parle. Les coureurs, je pense que c'est notre outil principal. Bien qu'il y ait bien du gear de disponible pour nous, les espadrilles, ça reste le nerf de la guerre. C'est la base de notre sport. Puis même pour des coureurs qui sont expérimentés, puis là, je parle de moi. Ça fait plus de 10 ans que je cours. Les espadrilles, il y a plein de choses qu'on lit à droite, à gauche. Il y a plein de théories. Il y a plein aussi de modes, je pense, en course à pied, en espadrille. Puis j'ai le goût qu'on démêle ça ensemble parce que moi, je connais rien à ça. J'en porte, puis j'ai switché quelques fois. Puis je t'ai lancé l'invitation principalement parce que c'est toi qui m'as conseillé dans les dernières fois que j'étais allé au Coureur Nordique. Ça avait toujours été une expérience super enrichissante de comprendre un peu tout ça derrière les marques, derrière les modèles, derrière les drops, les trucs qu'on entend. J'aime mieux qu'on le démystifie. Puis je pense que c'est bon pour n'importe quel coureur. J'en parle avec plein de monde. Puis ils sont comme moi, tu sais, ils sont coureurs, ils en utilisent en masse. Mais des fois, on a besoin d'un peu de théorie ou juste de jaser de comment ça marche un choix d'un espadrille puis pourquoi on devrait se diriger vers telle sorte ou telle sorte. Fait que c'est pour ça que je t'ai lancé l'invitation. Ah ben super, ça me fait plaisir parce qu'effectivement, ça peut devenir un peu mélangeant là, pour n'importe qui rentre à la boutique, là, de voir le mur puis la soixantaine de modèles qui sont là, c'est une autre game. Ah ouais, c'est ça. Pour ceux qui connaissent pas le Coureur Nordique, parce qu'ils sont peut-être pas de Québec, parce que je pense que les gens de la grande région de Québec, le Coureur Nordique, c'est une institution. Mais c'est une boutique de course. Ça fait combien de temps que c'est là? Ça fait 11 ans qu'ils ont ouvert. Okay. Ouais. Bon. Fait que c'est Jimmy qui a parti ça il y a 11 ans. Exact. Jimmy et Juliane, là, un couple qui ont racheté un ancien restaurant puis qui ont bâti ça tranquillement à leur image. Ouais, puis c'est vraiment très cool. Puis moi, ce que j'aime, en fait, de votre équipe au grand complet, c'est l'espèce d'indépendance ou de neutralité, dans le sens qu'on sent pas, tu sais, quand on jase d'espadrille avec vous, puis ma copine est allée l'autre fois se faire conseiller, puis j'avais comme une oreille attentive parce que moi, j'arrive puis je dis « Ah, ça fait 10 ans que je cours, blablabla. » Fait que, tu sais, je sais ce que j'aime comme espadrille, puis des fois, c'est de comparer puis de trouver un comparable quand un modèle se fait tout, peu importe. Mais là, j'écoutais vraiment d'une oreille en voyant, tu sais, quelqu'un qui court déjà, mais qui n'a pas fait cette recherche-là ou de venir courir parce que vous avez une traque intérieure, puis voir un peu comment on file le soulier. Je trouvais ça intéressant de vous entendre. Fait qu'on pourra jaser de course à pied et d'espadrille. Mais avant de commencer, je voudrais que tu parles un peu de toi, ton parcours de sportif, qu'est-ce qui t'a mené à la physiothérapie, à la course à pied et au coureur nordique? Oui, dans le fond, j'ai commencé à courir quand j'avais 16 ans. D'une drôle de manière, là, mes parents et moi, on a déménagé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis moi, j'allais à l'école à Longueuil, puis en fait, j'avais plus de transport scolaire. Fait que ça a commencé comme ça. Ma mère, à chaque matin, elle allait me porter à l'école. Fait que moi, j'avais un gap de 2h30 à combler à chaque matin. Puis, fait que de 7h à 9h30, moi, j'étais à l'école, à la cafétéria, puis j'avais rien à faire. Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à courir. Tu sais, au début, je pense comme n'importe qui, t'es plus ou moins équipé. Fait que je sortais avec mes bons vieux jogging, mes gros cotons ouatés, puis tranquillement, c'est comme ça que j'ai commencé à courir. De fil en aiguille, tu sais, comme tout le monde, on commence à lire un peu là-dessus. Fait que j'ai fait ma première course en trail, qui était le X-Trail à Offord. OK. C'était un 11 kilos, là, super classique là, dans ce coin-là. Je pense pas mal tout le monde a fait cette course-là. Puis l'année d'après, j'ai décidé de m'inscrire à mon premier marathon. OK, tu as commencé ça direct. On y va, aucune progression.
La future physio que je suis aujourd'hui me l'aurait pas conseillé, mais bon, faut Faire ses erreurs, puis après ça, dire à ses patients de ne pas le faire. C'est ça, exact. Fait que à 18 ans, en fait, j'ai fait mon premier marathon qui s'est super mal passé. Comme tout bon premier marathon, inscrit un peu sur un coup de tête, comme tu sembles le décrire. Exactement. Fait que à cette époque-là, en 2015, le marathon de Montréal, c'était encore le fameux départ sur le pont. Puis, le premier demi, en fait, tu le cours avec les coureurs du demi aussi. Puis, tu les vois finir, puis toi, après ça, tu bifurques, puis tu finis ton marathon 21 km tout seul. Fait que ça m'avait vraiment, vraiment cassé. Fait que ça n'avait pas très bien été, mais ça m'a quand même donné le goût de continuer. Puis l'année d'après, je l'ai refaite. Puis là, je me suis améliorée de 40 minutes. Fait que quand même ça a mieux été que la première fois. Là, je savais les endroits où c'était critique. J'ai mangé cette fois-là, fait que ça a quand même contribué à ma course. Puis après ça, j'ai refait 2 autres marathons avant de retourner en trail. Puis ma deuxième course de trail, ça a été le 50 kg au Five Peaks à Offord. C'était la première édition cette année-là, fait qu'il n'y a personne vraiment qui savait dans quoi il s'embarquait. M'incluant, j'avais un volume vraiment de plat, de route. J'habitais en Montérégie, fait que, un peu comme Pat l'a dit, là, il y a le Mont-Saint-Bruno, Mont-Saint-Hilaire, mais ça reste que c'est des butons un peu à côté de Offord. Fait que premier ultra, deuxième course de trail à vie. Ça a été difficile aussi. J'ai l'idée, par contre, tout le premier 25 kilos, mais après, la chaleur a vraiment sorti, puis ça a été quand même... ça a été des expériences assez difficiles, mais je l'ai fini. J'ai fini, je pense, 3e femme sur 4 femmes, mais 3e femme. On ne le dit pas dans ce temps-là, le nombre total, mais... C'est ça, mais... fait que, premier ultra. Puis dans le même été, j'avais décidé de m'inscrire aux 80 kilos de la Chute du Diable dans le parc de la Mauricie, là, à Saint-Mathieu-du-Parc. Une autre expérience quand même difficile, là, j'avais abandonné en fait au 47e. Ouais, c'est une course où les cut-offs sont quand même serrés. Puis je m'y attendais pas vraiment, fait que j'étais vraiment proche d'un des cut-offs. Fait que là, on a commencé à pousser un petit peu plus, puis on dirait que mentalement, ça a vraiment cassé là, fait que j'ai arrêté. Puis après, je me suis comme rendu compte que j'avais des trucs à travailler avant de retourner sur des grosses distances comme ça. Fait que j'ai pris 1 an plus mollo, plus de courte distance, de vitesse. Puis là, l'année passée, j'ai eu comme ma revanche. Puis je l'ai complété, 2e femme. Fait que vraiment satisfaite. Une belle revanche. Ouais, vraiment. Puis ça m'a comme... Tu sais, ça m'a satisfaite pour les longues distances. Puis là, j'ai plus l'intention de me concentrer sur des 25, 30, 40, mettons. Je pense que je vais plus rouler là-dedans pour les prochaines années. La distance marathon. Mais en trail ou retourner aussi au marathon de route? Non, trail. OK. Trail. Cette année, justement, je m'entraînais pour le marathon de Québec. Puis quand il a été annulé, tu sais, j'avais fait que du volume de route. Puis quand il a été annulé, ça a comme été une petite délivrance parce que là, j'ai pu retourner faire des niaiseries en sentier. Puis moins de structure, moins de pression. Oui, c'est ça. C'est 2 entraînements qui sont complètement différents, qui peuvent se faire un peu. Tu sais, je pense que les gens qui habitent... toi, je pense que tu es à Québec comme moi, donc tu habites en ville, c'est ça? Oui, exact. Fait que le volume de semaine, on le fait sur route ou à peu près, mais ça reste que c'est un entraînement qui est différent. Puis des fois, back-to-back, des longues de route sur l'asphalte, ça rentre dans les jambes versus un week-end shock. Des fois, c'est l'effort qui est tough, c'est l'endurance, c'est d'avoir fait 2 grosses journées consécutives, mais le corps, s'il n'y a pas eu de faux pas ou de blessure ou de mauvaise chute, t'as l'habitude de se sentir quand même bien. Oui, exact. Tu sais, même quand j'avais plus de courses de trail, reste que, comme tu dis, le volume, tu le fais sur route, mais de savoir que t'es longue, tu sais, tu peux t'évader, tu peux partir, aller voir autre chose que tes rues que tu vois à semaine longue, là, c'est quand même... ça fait quand même du bien. Là. Fait que, non, plus la trail à l'avenir, là, définitivement. Ah, mais c'est cool, ça. Trail distance marathon. Ouais, c'est ça, exact. Puis on a des beaux qui s'en viennent. Je pense que tu es inscrite toi aussi au nouveau 42 km d'Arikana, que moi, c'est Marilyn qui me l'a vendu à l'épisode 2, puis le lendemain de mon 125 que j'ai fait, je vais refaire des distances comme ça, mais là, Marilyn m'a tellement vendu ce 42-là, plus technique, plus difficile, que je pense qu'on est plusieurs à s'être inscrits rapidement. Toi, c'est ton cas aussi? Oui,
Oui, exact. Moi, j'ai décidé de faire le 42 roulant le samedi, puis le 42 technique le dimanche. Fait que ça fait 80 Ouais, kilos, c'est mais en ça. 2 shots, fait que ça Tu me dis que tu rejoint un diminues peu les plus. distances, mais ça reste que c'est une bonne fin de semaine, back-to-back, 2 marathons de montagne. Ouais, ouais, ça va être la première fois que j'essaye un truc comme ça, mais on dirait que le fait de le couper en deux, là, ça me plaît. Puis le côté plus roulant, ça va rejoindre l'entraînement un petit peu plus spécifique route. Fait que un beau défi en perspective, là, j'ai hâte de voir. Ça va bien clore ta saison 2021. On est rendu loin. Ouais, ouais, exact, mais rendu là, moi, j'ai pas fait de course cette année du tout, fait que on est rendu à penser là. Ben ouais, c'est ça. La fenêtre de course a été rapide cette année. Ça a été 2 semaines, puis c'est tout. Tu sais, il y a plein Ouais, de monde qui avait bon espoir que le reste de la saison, tu sais, il y en avait des belles courses qui s'en venaient, dont Bromont, dont plein d'autres, mais finalement, tout ça est annulé. Puis ouais, je voyais récemment le dernier. Moi, j'étais inscrit au BIC aussi, le dernier, pas mal le dernier de la saison que tu as fait, je pense, ça se peut-tu? ouais, l'année passée, le 25. OK. Pareil que c'est une magnifique course. Puis ben, c'est surtout dans le parc du BIC, fait que. Ouais, vraiment. Hmm. Vraiment, le 25, c'était un 10 super roulant. Là, tu le rentres en 50-52 minutes, mettons, si tu le pousses un peu. Puis après, t'embarques dans un 15 vraiment à OK. pic pour te casser. Mais super beau parcours. Puis tu sais, c'est une petite organisation, là, fait que c'est vraiment agréable comme course. Non, c'est ça, ça a l'air d'une toute petite organisation, puis c'est ce qui est le fun aussi. Je pense qu'il y a un mix de tout ça qui est le fun, puis dans l'épisode de la semaine passée avec Patrice, qui avait son plaidoyer pour les petites courses un peu backcountry, mais ça Ouais, reste qu'il y a un côté vraiment le fun à ça, de pas beaucoup sa ligne de départ, puis d'être dans une organisation, tu sais que c'est 3-4 personnes qui partent ça, c'est leur projet de soir et fin de semaine d'organiser ça, fait que ça fait une belle ouais, dualité avec les gros événements qui sont très cool aussi, mais ça fait exact. un bel écosystème de course. Oui, vraiment. Là, tu sais, justement, la chute, c'est super petit comme course, mais c'est super belle ambiance. Le Bic, Five Peaks, c'est... Luc, il a son chronomètre, puis c'est comme ça que la journée à part. Là, fait que c'est vraiment une toute autre ambiance que, mettons, le X-Trail ou les marathons sur route. Là, ça clash. Non, puis c'est le fun de faire des deux. Moi, l'année passée, ben, cette année, en février, même en mars, avant que tout ça parte, j'avais fait une course au Nevada, puis c'était ça, une petite course à l'américaine, qu'il n'y a pas de ligne de départ, c'est carrément une ligne qu'ils ont tracée à terre avec de la Ouais. craie, parce que tu pars d'un parking de parc national, puis il y a du balisage, mais il est loin, tu sais, fait que, mais Ouais, c'est un autre trip qui est différent, puis ça fait très esprit trail, puis je pense que ça fait partie de notre bel écosystème, ce genre de petits ouais, événements-là qui est juste pour le plaisir d'être dans le bois. absolument. Ouais, Puis, tu es étudiante en physiothérapie. Donc, ouais, comment la exact. physio s'est présentée dans tout ça? Est-ce que c'est la course qui t'a donné le goût de faire la physio ou le contraire? Ou, Ça a été... comme toute personne, j'ai changé beaucoup de fois d'objectif de carrière. Puis, ben, je voulais être vétérinaire, en fait. OK. Puis, c'est un peu pour ça que j'ai fini par travailler à la Maison de la course. Là. C'est une histoire compliquée, mais je voulais être vétérinaire. Puis finalement, je me suis rendu compte que ça marchait pas. Puis à cette époque-là, je travaillais dans un hôpital vétérinaire. Puis quand j'ai réalisé que je pourrais pas aller là-dedans, ça te brasse, là. Tu te dis, OK, ben là, il faut que je regarde qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'aime, perspective d'emploi et tout. Puis c'est ma mère qui m'a dit, ben, tu sais, tu fais beaucoup de sport, t'aimes aider les gens, pourquoi tu t'en vas pas en physio? Puis à partir de là, ça a fait, ben oui. Fait que, Simple de même. simple de même, ça a été comme ça. Je suis pas rentrée tout de suite, fait que j'ai étudié en kinésiologie avant. OK. Puis ben là, je suis rendue en physio à Québec. Fait que ça me plaît beaucoup. Tu es Ouais. venu à Québec pour étudier en physio ici? Ouais, exact. C'est super dur de rentrer maintenant en physio. C'est un programme où il y a beaucoup de gens qui vont en pharmacie, en médecine, qui passent par là, un peu comme j'ai fait avec la kinésiologie. On voit toutes ces Fait disciplines-là, que, il y a comme une espèce de cascade qui se fait. Moi, ma soeur est pharmacienne, puis il y avait ouais, cette cascade-là, puis il y a des gens en kiné qui réussissent pas à rentrer en kiné parce que t'as beaucoup de gens en kiné qui veulent aller en physio, puis il c'est y a une ça. cascade. Exact. Fait que ça fait... C'est quand même complexe là, comme parcours, mais au final, c'est ça, je suis venue à Québec parce que rentrer à Montréal, c'était très, très, très contingenté. Puis ici, à Québec, ils regardaient autre chose que les notes. Fait que ça m'a vraiment aidé aussi. Même si j'avais des très bonnes notes, là, Ouais. ça a On comme sait que c'est très contribué. difficile à entrer. Tout le monde qui a des bonnes notes, c'est pas juste ça, mais il Ouais, y a comme une c'est ça. entrevue d'entrée qui fait que vous pouvez un peu vous vendre votre personnalité au-delà de que les notes. C'est comme... Ben, c'est pas une entrevue, là. C'était 3 questions super générales, puis j'aime écrire. Fait que c'est probablement que ça m'a fallu des points, là. Puis finalement, c'est ça, je suis rentrée quasiment tout de suite. Donc, puis honnêtement, je suis super satisfaite, là. La vie à Québec, c'est vraiment le fun. On est bien. Ouais, ouais. C'est vrai, t'écris aussi, puis ceux qui regardent un peu Ravito, qui est le blog de Distance Plus, t'écris aussi, t'es blogueuse ambassadrice.
Oui, exact. Quand on a des J'ai courses, ça pris. fait des bons récits, mais si vous avez l'occasion d'aller lire les textes de Lauriane, c'est vraiment très intéressant. T'as une façon de raconter les choses qui sont à la fois poétiques et informationnelles, puis c'est vraiment le fun. Des fois, un récit de course, c'est cool, mais j'ai fait tel ravito, il est arrivé ça. Là, il y a Ouais, comme une plume qui est vraiment intéressante, fait que allez lire ça. ouais. Ouais, puis même avant Ravito, en fait, j'ai parti un blog de course avant mon premier marathon. Fait que ça fait quand même 5 ans qu'il roule. Là. Il est un petit peu plus stagnant en ce moment, mais c'est une autre truc que je développe en ce moment, là, Ah ben, tranquillement. c'est cool ça. Fait Ouais, qu'avant d'être au coureur nordique, tu as travaillé à la Maison de la course à Montréal. c'est ça, exact. C'est une boutique qui est. Ben, en fait, moi, il y avait trois boutiques. Moi, j'ai été surtout à Mont-Saint-Hilaire, qui est sur la rive sud de Montréal. Puis justement, Pat l'a mentionné la semaine passée, mais on a travaillé un petit peu ensemble. OK. Il m'a formé dans mes premières journées, fait que c'est quand même drôle. Puis c'est ça, moi j'ai été 2 ans là-bas avant de faire le switch ici à Québec. Là, c'était plus facile de, de me trouver une job ici. Ah ouais, c'est cool. Fait que j'ai comme un lien entre mes invités parce que je pense que Catherine, qui était la gagnante d'Aricana, qui était mon invitée de l'épisode 6, Catherine, elle travaille des fois au coureur nordique, elle me Ouais, disait. Puis c'est vous avez ça. travaillé ensemble, puis vous avez fait c'est pas avec elle que tu as fait cet été les 5 sommets, le défi des 5 sommets en Ouais, une journée. c'est ça. On est parti à 3 heures du matin. J'étais allée la chercher, puis on est revenu le soir. C'est cool. Raconte-moi un peu ce trip-là. C'est vraiment un bon défi. Là. Ceux qui ne connaissent pas, à Ouais, Charlevoix, tu as plusieurs sommets, hein, c'est sûr, mais il y a à chaque année le défi des 5 sommets qui est une petite pancarte sur le dessus de 5 montagnes. Puis tu montes, tu fais le hike ou à la course, peu importe. Puis tu te prends photo avec la pancarte. Puis c'est comme le trip de faire ça en 2, 3, 4 ou 5 hikes consécutifs. Mais vous avez fait ça en une seule journée. ouais, c'est ça. Ben, quand le marathon de Québec a été annulé, j'ai dit à Kat, hey Kat, ça te tente qu'on fasse une niaiserie? Fait que Kat est tout le temps partante. Fait que le matin à 3 heures, j'étais devant chez elle, puis on est parti au Meneau, qui est vraiment le plus loin. Tu as 32 km de route de terre, super reculé à faire. Fait qu'on a commencé par ça, après ça l'Acropole, après Morios, puis le Dôme. On n'a pas eu le temps, ben, on aurait eu le temps, mais on voulait pas revenir à Québec à 11h minuit, fait qu'on a arrêté au Dôme. Mais c'était super le fun, là, comme petite journée. Ça Ouais, donnait un 36 kilos, puis 2000 quelques mètres de D+, puis beaucoup, beaucoup d'auto. ouais, c'est ça. Ouais, parce que c'est entre les monts aussi que c'est un bon Ouais, défi. C'est la logistique derrière ça. Puis ça fait plusieurs personnes que je vois qui le font dans les derniers 2 ans. Puis Anne Champagne l'avait fait l'année passée. Puis après ça, je me suis mis à voir plein de monde faire ça. Puis je trouve que c'est un super beau trip parce que tu contribues à cet organisme-là ou cette gang-là qui organise le défi. Puis en plus, ben, c'est un solide projet d'entreprendre ça en une seule journée. ouais, puis je trouve que c'est une belle manière de s'entraîner parce que tu sais, tu repars, tu t'es assis, tu sors de l'auto, tu as les jambes un peu raides, mais fait que c'est vraiment le fun. Puis en même temps, tu manges entre les montagnes, fait que t'es jamais vraiment fatigué ou t'es jamais vraiment dedans parce que tes ascensions, ils durent, mettons, gros max 2 heures. Tu récupères entre ta montée, ben, entre tes sommets, puis tu recommences. Fait que c'est C'est comme vraiment un le fun. stage race, mais comme condensé en C'est une ça. seule journée. Ouais, exact. Ah, ben c'est très cool ça. Ouais, Fait que, hey, tantôt, j'ai oublié en ouverture, mais on n'a pas dit qu'est-ce qu'on buvait. c'est vrai. Qu'est-ce que tu bois, Lauriane? J'ai pris eh ben, une bière justement de Saint-Jean, qui est la Ukulele IPA de la Gabière. Très Puis, cool. ouais. Cheers à toi. Cheers! Merci d'être là. Moi, je bois une Plaisir. Stadacona de la souche. Encore une fois, je ne suis pas original dans mes affaires, mais j'aime vraiment beaucoup la souche. Fait que... Oui, je te comprends, moi aussi. C'est mon classique post-escalade. Ah, c'est bon, tu vois, parce qu'en plus d'être une coureuse, tu fais plein d'autres sports, mais tu grimpes beaucoup. Oui, quand même. Comme en témoignent les photos. Là. C'est sûr Ouais, c'est que ça. les auditeurs ne les verront pas, mais ouais, on fait quand même pas mal d'escalade. Ah, c'est cool. C'est à quel endroit que vous en faites? C'est plus à l'intérieur ou tu fais aussi des... J'en fais un peu dehors, mais c'est sûr que logistiquement, c'est vraiment plus facile à l'intérieur. Mais quand on a, disons, une journée là, entre amis, on part puis on s'en va à l'extérieur. Ah, c'est cool, ça. C'est un Oui, sport on voit beaucoup de coureurs faire. C'est des belles combinaisons. Je pense que oui, ça vraiment. regroupe le fait d'être en montagne, d'être dans la nature, mais c'est un autre trip Vraiment. complètement. C'est ça. Vraiment. Mais je trouve que ça va chercher un peu le vibe du trail. Là. Les grimpeurs, c'est des gens super relax, qui profitent de la vie, qui profitent de la nature. Fait que ça vient vraiment, vraiment rejoindre ce côté-là.
Ouais, c'est ça, ce qui est caractéristique de la communauté de trail, qui est Mm. un peu différente. J'aime pas, des fois, on entend des comparaisons négatives envers le monde du triathlon puis le trail ou la course à route puis le trail. Je pense que c'est juste deux sports différents, mais le Mhm. mode est différent aussi. Tu sais. Oui, On vraiment. s'entend que dans les deux cas, c'est axé sur la performance, mais en trail, il y a comme un côté vraiment plus laid back, puis ça va dans l'entraînement aussi, où tu sais, je Mm. pense que tu le disais tantôt, un entraînement pour un marathon de route ou peu importe, c'est très intense, c'est beaucoup d'intensité, alors qu'en trail, tu peux faire un entraînement efficace en faisant un hike avec un peu de course à travers, mais d'être longtemps sur tes jambes. Fait que c'est deux types d'entraînement, puis je pense que le fait d'être dans la forêt amène une vibe différente aussi à notre sport, hein. Oui, totalement. C'est cool. T'as Est-ce pas qu'on besoin. entre... Ah, excuse, Oui, vas-y. excuse-moi. Honnêtement, t'as pas besoin de te mettre de podcast. Bah, Sinon, c'est ça, exact. Quand le podcast, moi, je le sais, puis le monde m'écrive beaucoup, puis c'est cool de lire les gens, mais c'est ça, je sais que c'est beaucoup pour faire passer du temps d'entraînement de route parce que on peut pas être comme Kylian puis passer nos journées à nous entraîner dans la montagne. Il faut faire de la route à un moment ou à un autre, puis moi, c'est ça qui m'a donné l'idée de lancer le podcast aussi parce que j'en consommais beaucoup parce qu'à un moment donné, quand tu es habitué d'être dans les montagnes au grand air, il faut que tu fasses du chemin Sainte-Foy ou du Quatre-Bourgeois à la course. ouais, Ça prend une petite motivation de plus. ouais, exact. Fait que toi aussi, tu es une coureuse qui consomme du podcast en courant. Ben, de plus en plus, on dirait que ça vient comme par vague. Tu sais, des bouts, j'écoute beaucoup, beaucoup de musique. Des fois, je mets absolument rien. Puis là, ces temps-ci, c'est beaucoup de podcasts. Fait que je change au fil de l'année. Exact. Puis en plus, aujourd'hui, on va pouvoir instruire les gens. Et Voilà. moi-même, je suis le meilleur cobaye dans tout ça parce que toi, tu es l'experte. Moi, je suis le gars qui, ben, tu sais, j'ai vécu une transition d'Esparis dans la dernière année qui a commencé au courant nordique avec toi. Puis, c'est ça, je me rends compte que j'aime beaucoup lire sur la trail, sur la course et tout ça, puis je m'informe beaucoup, mais cette portion-là, je la connais pas suffisamment, je pense, pour le type de coureur ou en tout cas le nombre de kilométrages de course que je peux faire dans une année. Puis il faut que je m'instruise. Je me suis dit, ben, faisons-le au bénéfice des auditeurs. Mais non, je pense que ça va être une belle occasion pour les gens aussi d'en avoir un peu plus. Donc, le gros sujet de discussion, les espadrilles. Yes. On va focusser un peu. On peut parler, tu sais, moi, j'ai aucun problème à ce qu'on se promène entre la route et la trail. Je pense qu'il y a beaucoup de coureurs, comme on parlait tantôt, de trail qui doivent faire de l'entraînement de route. Fait que des fois, je sais que moi, c'était toujours été, quand je cherchais de nouvelles paires d'espadrilles, un genre de deal breaker, de trouver des choses qui se comparent. Fait que quand je fais ma semaine avec des souliers de route, quand j'arrive en trail, j'ai pas une adaptation à faire parce qu'il y a un changement de drop et d'essayer de trouver une espèce d'équivalence. Fait que c'est le nerf de la guerre. Exact. Fait qu'on peut commencer juste quand un coureur arrive au coureur nordique qui vient de voir, peu importe le niveau du coureur, parle-moi un peu du processus que vous avez pour essayer de cibler le besoin de la personne ou comment c'est quoi les questions que vous posez pour justement en arriver à quelques réponses puis quelques tests à venir avec le coureur et des espadrilles? Ouais. Tu veux qu'on focus plus route ou trail? Ben, commençons par la trail parce que c'est ce qui nous anime. Ouais. Parfait. Ben, la trail, ça a un côté un peu plus freestyle, j'oserais dire, parce que en route, c'est vraiment facile de catégoriser tes chaussures, d'avoir des comparables. Tu as des souliers stabilité, des souliers neutres. Après ça, tu peux jouer avec l'épaisseur. En trail, moi, honnêtement, quand je sors quelqu'un, c'est beaucoup, beaucoup au feeling. Puis je sors probablement toute la gamme. En termes de style de soulier, là, je vais sortir de la grosse chaussure, du soulier mince, du gros crampon, du petit crampon, du rigide, du souple. Puis c'est vraiment, en fait, avec le test de course sur la piste, souvent que la personne va avoir quelque chose qui va vraiment cliquer. Puis je pense que c'est un des gros aspects aussi qui va changer entre nos clients, plus de route puis plus de trail, dans le sens où on va souvent se permettre d'explorer vraiment plusieurs styles de souliers, alors que route, souvent, on va plus rester avec ce à quoi la personne est habituée. Mais en gros, c'est ça. On questionne un petit peu les endroits où ils courent, parce que des fois, les gens arrivent, ils disent qu'ils courent sur la Saint-Charles ou sur des chemins de poussière de pierre. Fait que là, on leur dit qu'on peut aller vers le soulier de route, mais c'est ça, c'est vrai. Honnêtement, ça se joue vraiment dans le pied puis dans le confort. On peut se baser aussi sur ce que la personne va avoir sur route, un peu comme tu fais, là, d'avoir un comparable, mais même à ça, la trail, c'est tellement c'est une surface qui est tellement changeante. Tu peux avoir de la boue, des racines, ça monte, ça descend. Souvent, tu peux vraiment jouer avec tes paramètres de chaussures, là, tant que la personne est confortable. En fait, c'est vraiment le plus gros critère. C'est au feeling quand la personne l'a dans les pieds, qu'elle teste sur votre piste, de comment le fit se fait.
Ouais, c'est vraiment ça, en fait, parce que, tu sais, des fois, les gens sont plus réticents sur route à aller vers un soulier mince, à cause que ton impact, c'est tout le temps le même, c'est un mouvement qui est super répétitif. Mais en trail, c'est ça, vu la variété du sentier puis de ce que tu fais en termes de mouvement, tu peux aller avec un soulier plus mince si c'est là-dedans que tu es le plus confortable parce qu'au final, ta foulée change tellement, puis le fait que tu marches, que tu descendes, ça a plus ou moins d'importance, là. Le mouvement est moins répétitif. Ouais, Tu le vois vraiment. dans tes crampons d'espérer de trail quand ton soulier a 500 ou 1000 km. Moi, des fois, j'ai monté à 1500 puis tu vois Ouais. que l'impact est un peu partout alors que le soulier de route, moi, je vois exactement que le talon est un petit peu moins usé que le devant, puis même les côtés, tu vois à quel point il y a une usure qui est un peu différente, là. Exact. Puis, tu sais, est-ce que le type de distance que la personne fait ou aspire oriente? Parce que ça, c'est peut-être une idée. Moi, je suis vraiment là pour lancer des clichés peut-être parce que c'est ce que j'ai entendu en jasant avec des coureurs et tout ça ou que moi je lis. Puis là, tu vas pouvoir arriver avec l'expertise. Mais est-ce que l'épaisseur, par exemple, entre un soulier qui est plus, ce qu'on entend des fois, maximaliste ou minimaliste versus le type de distance? Parce que moi, je le sais que si j'ai à m'inscrire à une course un peu plus rapide, roulante, puis peut-être de plus courte distance, j'ai des options dans ce que j'ai qui est un peu plus mince, un peu plus minimaliste. Puis sur de l'ultra, tu sais, en ce moment, j'ai monté jusqu'à 125, j'aspire à plus. Mais je le sais que je suis bien dans mes Brooks Cascadia ou dans mes Oka Speed Goat parce que j'ai énormément de support. Puis je le sens que si j'avais mes petits souliers plus minces, ben, au bout de 50 km, les jambes vraiment arrachées. Alors que là, j'ai le feeling. Puis peut-être que c'est juste un feeling, mais est-ce que la distance oriente un peu le choix? Ça peut, mais ça, je te dirais que c'est vraiment une discussion qu'on a au fur et à mesure qu'on en sort, parce qu'effectivement, tu sais, la tendance qu'on va voir, c'est que généralement, sur les plus longues distances, les gens vont aller vers des souliers un petit peu plus absorbants pour avoir plus de confort. Mais, tu sais, après, personnellement, disons, sur mon 80 kilos, ben, moi, je suis super bien dans les Summit Unknown, que tu as aussi, je pense, Ouais. qui est comme c'est un racer de trail, en fait. Puis je trouve que, justement, l'impact sur du long, on le sent moins. Mais ça va vraiment être en jasant avec la personne, puis de voir un petit peu, elle, vers quoi elle veut s'orienter. Mais c'est sûr qu'un soulier un petit peu plus absorbant, généralement, ça épargne plus, là. Mais en même temps, des fois, tu te sens loin du sol. Moi, c'est en ce moment ce que, tu sais, comme je le dis en ouverture, tu sais, j'ai fait une transition vers de quoi d'être un petit peu plus coussiné parce que je cherchais cette espèce d'absorption-là que sur des très longues distances, tu le sens. Mais tu le sens, en tout cas, moi, j'ai vraiment le feeling que je suis plus loin du sol. Puis, tu sais, oui, des Oka, c'est assez haut. Je me suis pas viré de cheville, mais ça reste que avec un Summit Unknown ou même des fois, je cours avec des 1400, direct en trail, tu te sens proche du sol, puis tu sens qu'il n'y a rien à ton épreuve parce que tu peux positionner exactement ton pied comme tu veux, alors que quand tu as un Oka qui est quoi, 27 mm en avant puis 32 en arrière, ben tu te sens loin de la roche. Oui, vraiment. Puis ça, c'est une chose que j'aborde aussi parce que moi, c'est un truc qui peut me faire reculer devant un achat de souliers. Là. Si justement je la sens un peu trop haute, il y a des fortes chances que je sois instable dans le sentier. Puis je pense que c'est quelque chose qu'il faut aborder aussi en fonction du profil de course que la personne vise, de ses places d'entraînement. C'est quand même une différence entre t'entraîner dans une place super roulante, pas trop technique, ou d'aller, mettons, à Lac-Beauport entre les racines. Ça change vraiment beaucoup le style de course que tu vas avoir. Ah, c'est Fait que, clair. mettons, tu sais, le 42, on parlait des 2,42, ben probablement que, mettons, ma stratégie, ce serait le premier super roulant d'aller avec un Oka quand même léger, mais absorbant pour m'épargner un peu pour le lendemain. Puis le côté plus technique du deuxième 42, ben, je vais aller chercher mes souliers plus minces pour avoir un meilleur feeling au sol, puis avec la fatigue de moins me virer les chevilles aussi. Ben oui, c'est clair. Fait qu'est-ce que, en trail, en tout cas, la clé est d'être capable d'alterner parce que des fois, on se dit, je devrais toujours avoir les mêmes espadrilles ou en même temps, moi, j'ai consulté à travers les années mon physio. Puis lui, il me disait toujours, ben, le pied s'adapte à n'importe quoi. Puis oui, il y a des modes, oui, il y a des tendances, mais au final, le pied, si tu lui donnes le temps, il peut s'adapter à n'importe quelle sorte d'espadrille. Puis il y a une espèce d'intelligence dans le pied d'être capable de faire cette adaptation-là. Mais est-ce que la clé, c'est justement d'être capable de se promener d'un à l'autre? Je pense que oui. Puis je pense, tu sais, ça, c'est valide tant en trail que sur route, de changer un petit peu le mal de place. Tu sais, si, disons, la veille, tu cours avec quelque chose de plus mince, tu te sens un peu plus taxé au niveau des pieds et des chevilles,
ben là, d'aller dans ton garde-robe, de prendre ta paire de Hoka pour aller taxer d'autres groupes musculaires, d'autres articulations. Ça peut quand même être des outils intéressants de savoir comment varier entre les paires de chaussures pour un petit peu s'adapter à comment on se sent le jour de notre entraînement. Fait que, personnellement, puis tu sais, ça, c'est... Là, j'ai comme tout le temps le côté physio puis le côté plus boutique, clientèle, mais honnêtement, de ce que je vois beaucoup en boutique, c'est vraiment d'alterner puis de changer le mal de place, en fait, là. T'sais, si tu cours tout le temps sur tes souliers minces, bien, ça se peut que... Oui, tu vas t'adapter, mais ça se peut que tu sois aussi un petit peu plus cassé. Fait que c'est de tout le temps essayer d'avoir la fine balance entre s'adapter, mais pas se casser non plus. Non, c'est ça. Puis, parce que, tu sais, on parle souvent de drop, là, tu sais, pour ceux qui sont moins familiers, la drop, c'est la différence de hauteur entre l'avant et l'arrière d'espadrille, c'est ça? Oui, exact. Bon, j'ai appris mes leçons. Est-ce que de passer des changements de drop, parce qu'en ce moment, il y a de tout sur le marché. Tu parlais des Summit tantôt, si je ne me trompe pas, sont à 10 mm. C'est quand même un bon drop, je pense, hein, en souliers de trail. Puis tu as des Altra qui sont aussi super populaires, ou même Hoka qui est à 4 mm, mais Altra, c'est le zéro drop. C'est la même, c'est vraiment plat. Est-ce que c'est dangereux? Là, je parle peut-être plus à la physio qu'à la conseil. Mais en même temps, je pense que les deux ont un impact l'un sur l'autre. Puis c'est pour ça que tu es la personne qui t'a indiqué pour cette discussion-là. Mais est-ce que de varier les drops, ça peut être dangereux parce que le corps s'adapte d'une mauvaise façon? Ou Je pense qu'il faut... encore une fois, ça dépend vraiment des gens. Première des choses, il y en a qui verront pas vraiment de différence. C'est sûr que plus on descend la drop, plus on vient solliciter mollets, tendons d'Achille. Fait qu'il faut quand même être prudent dans nos changements de drop. Ce qui arrive aussi, c'est que, mettons, passer d'un Hoka, qui est quand même épais, avec une petite drop, à, disons, un Altra qui est à 0, ça fait quand même beaucoup de changements si tu vas avec un soulier qui est mince aussi. Fait que moi, j'aurais pas tendance à jouer entre du 0 et du 10. Là. Un gap, disons, de 4-5 mm, c'est un petit peu plus viable. Par contre, il faut tout le temps garder en tête aussi que la trail, c'est un sentier qui est très variable. Tu montes, tu descends, tu marches, tu cours. Fait que ça a quand même un peu moins d'impact, à mon avis, qu'un coureur de route qui varie beaucoup, beaucoup ses drops ou qui court, disons, 6 mois sur un 4, après ça, qui passe 6 mois sur un 10. Bien là, on a quand même beaucoup de changements. Fait que je pense qu'il faut prendre le terrain aussi en considération. Ah oui. Dans tous les cas, c'est la bonne vieille quantification du stress mécanique, de faire attention à ne pas mettre trop de charge, trop de stress sur une structure. Fait que c'est sûr que de jouer sur la drop, ça met un petit peu plus de stress sur les mollets. Fait que les gens qui sont plus sensibles, ben, c'est peut-être de le garder en tête aussi. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je pense qu'il y a aussi des modes là-dedans, si je ne me trompe pas. Tu sais, que je me rappelle, moi, quand j'ai commencé à courir il y a un petit peu plus que il y a 10-11 ans, la mode était très minimaliste. Tu sais, les gens couraient avec des Vibram Five Finger qui sont encore populaires, mais tu sais, qu'on en voit un peu moins. Puis il y avait beaucoup, tu sais, je me rappelle, moi, j'avais essayé des Innovate, puis tu sais, des Drop Zero, tu sais, des espadrilles qui sont hyper minces et tout ça. Puis là, on dirait que maintenant, en tout cas, on le voit aussi en route, la transition se fait, puis tu sais, Hoka, mais après ça, même Nike, avec leur gamme d'espadrilles de route, sont rendus à l'opposé complètement. Puis c'est dur un peu parce qu'on s'y perd dans ces tendances-là, parce que ce qui y a 10 ans était la mode, puis c'était la bonne affaire à faire. Puis quand on lit, moi je m'intéresse beaucoup, puis je lis beaucoup les écrits de la clinique du coureur, puis c'est super intéressant. Puis souvent, il explique que le pied est fait pour ça et tout ça, puis le pied est fait pour un espadrille minimaliste, mais en transition très lente. Puis là, on voit qu'en ce moment, la mode est un peu à l'opposé. Il y a encore de tout qui se fait, mais j'ai le feeling, à moins que je me trompe, qu'en ce moment, il y a une grosse mode à ce qu'on pourrait appeler du maximaliste, ou des souliers bien coussinés, bien épais. Oui, effectivement. On le voit vraiment là, dans les ventes, c'est surtout ça qui va sortir. Par contre, Québec, c'est quand même un écosystème qui est particulier là, pour avoir travaillé plus dans le coin de Montréal puis à Québec. Je pense que la clinique du coureur a quand même joué dans l'esprit des gens parce qu'ici, on vend beaucoup de racers, beaucoup de souliers minces, puis des gens de tous les gabarits, tous les âges. Fait qu'il y a quand même une espèce de culture du racer ici à Québec. Mais à Montréal, c'est beaucoup de gros souliers pour tout type de coureur. Quand on parle de racer, c'est des souliers plus agressifs, plus minces, plus minimalistes? Oui, exactement. Fait que des souliers de compétition, entre guillemets, là, plus près du sol, très, très léger. C'est vraiment le gros attrait de la chaussure, puis très simple. Souvent, il n'y a pas vraiment de technologie à l'intérieur. C'est super souple.
c'est un peu ça qu'on qualifie de racer. Mais honnêtement, là, quand quelqu'un vient acheter des souliers, le principal, c'est qu'ils soient confortables. Moi, je trouve vraiment que c'est le plus gros critère pour que le soulier soit mince, moyen, épais. Si la personne aime le feeling de course, mais que je sens large, ça sort un peu, ben c'est pas la bonne chaussure. Fait que souvent, un peu comme je disais pour la trail, mais même les coureurs de route qui vont venir, j'aime ça sortir des trucs qui varient beaucoup. Puis la personne va partir avec ce qu'elle trouve le plus confortable puis ce qu'elle sent pas dans son pied parce qu'au final, le soulier, c'est notre seul outil pas mal en course à pied. Le reste, c'est accessoire. Il y a beaucoup de gear, mais ça reste, c'est juste ça qu'on utilise pour vrai, concrètement, pas après pas. Là. C'est ça. Fait que si tu sens la moindre affaire dans ta chaussure, c'est pas le bon soulier. Là. Fait que, vraiment le confort avant tout. J'aime qu'au final de tout ça, le dernier élément qui va finir par couronner plutôt un espadrille sur un autre, c'est le confort. C'est une fois que tu l'as dans le pied et tu cours sur la piste, tu sens qu'il est fait pour toi. Puis il y a un feeling le fun aussi quand tu en essaies plusieurs pour l'avoir fait quelques fois. Tu rentres, tu arrives avec 5-6 boîtes, tu testes, tu promènes d'un à l'autre. Puis tu sais, je veux dire, c'est dur à sentir comment tu te dans un espadrille sur une track de à peine 100 mètres. Ouais. Mais une fois, quand tu mets le bon espadrille, c'est comme Cendrillon puis son glass slipper. Là. Tu le mets, tu fais comme, OK, là, il est comme parfait, comme mes souliers qui ont 500 km puis que j'aimais jour après jour puis je fais le bien dedans, mais celle-là, je fais le bien dedans. Au-delà de la science puis des modes, je pense que c'est ça l'élément central. Oui, vraiment. Puis, tu sais, même la clinique du coureur qui aime plus ou moins le coureur nordique parce qu'on n'applique pas nécessairement toutes les règles, en guillemets, basées sur la science, là, si on veut, vont le dire que le premier critère pour choisir une chaussure, c'est d'être bien. Fait que je pense que c'est vraiment ce qui doit trôner par-dessus tout, là, le confort, puis au détriment un peu de tout ce qu'on va lire. Si tu es bien dans ta chaussure et que tu n'as pas de problème qui viennent avec, ben, c'est le bon soulier pour toi. Là. Puis est-ce que l'influence des coureurs élites ou des brands se fait sentir dans l'approche que les gens? Parce que je me rappelle avoir parlé avec des gens dans d'autres sports complètement. Il y a beaucoup de sportifs qui arrivent et qui disent « ben moi, je veux tel type de bâton de golf parce que c'est le bâton que Tiger Woods a. » Est-ce que vous avez un peu de ça de « ah ben moi, je veux tel type de Salomon parce que Kylian a ça. » Puis t'es comme il y a Kylian puis il y a toi. Puis je suppose que les brands font vivre ces athlètes-là parce qu'ils leur donnent une visibilité, puis c'est super bon pour les brands, puis je comprends tout à fait. Là, je travaille en communication, en marketing, je comprends la game, mais est-ce que vous le sentez dans l'approche que les gens ont quand ils arrivent avec leurs besoins qui sont créés ou les attentes qui sont faites? Entre elles, beaucoup moins. Okay. Je pense que c'est un monde qui est un petit peu moins teinté par ça, puis même dans les publicités qu'on va voir, c'est l'espèce d'aspect plus être dehors, profiter de la nature, mais sur route, on le voit vraiment beaucoup là, avec toutes les chaussures à plaque de carbone qui sortent dernièrement. Là, toutes les marques en ont sorti un. Fait que même des gens qui, après ma barre, en ont pas vraiment besoin, entre guillemets, vont nous aborder, puis ça crée beaucoup d'engouement. Fait que je pense que c'est un peu l'intérêt de la boutique spécialisée, c'est qu'on peut vraiment orienter les gens puis les informer aussi par rapport à ce qu'ils veulent faire, les risques associés avec ce type de chaussures-là, parce que c'est pas tout rose, malgré ce qu'on peut voir par rapport aux performances. Mais oui, définitivement, il y a de l'engouement créé, notamment par Nike et leur supra-chaussure. Ouais, ça, c'est une autre game. On dirait que la chaussure elle-même est un robot, puis on dirait que c'est comme à l'opposé complètement du monde de la trail. Puis tu sais, je sais que Nike ont un soulier de trail et tout, mais là, en route, le nouveau modèle, à chaque fois qu'il en sort un nouveau, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont rajouté là-dessus? Est-ce que je peux mettre mes clés dans un petit compartiment en dessous? Puis qu'est-ce qui se passe? C'est fou parce qu'on a reçu justement le Alpha Fly, là, qui est leur dernier. Puis on a reçu à peu près 5-6 exemplaires. Là. C'est super exclusif comme chaussure. Puis les gérants, on a eu l'occasion de les essayer pour pas que tout le monde les essaie, là, tous les staffs, puis qu'on puisse partager notre expérience. Puis honnêtement, c'est de la grosse triche mécanique. Là. C'est impressionnant. Ah ouais, tu le sens? Le dernier, ils ont comme rajouté des gros pods d'air en avant. Quand tu cours, tu as l'impression que tu cours sur des trampolines. C'est vraiment impressionnant. À ce point-là. Ah ouais.
Puis même les plaques de carbone, on en a beaucoup parlé. Il y a eu Nike qui n'ont eu, mais après ça, Oka, ils ont fait leur expérience CarbonX avec Jim Wamsley qui a couru sur route le record du monde de 80 km. Puis ils ont fait beaucoup de bruit avec ça. On switch un peu en route, peut-être pour revenir dans les trails plus tard, mais côté route, cette innovation-là, on en entend beaucoup, beaucoup parler. Puis je m'en suis pas vraiment intéressé parce que je suis pas sur route, mais j'aimerais ça que tu m'en parles, ça pique ma curiosité quand même, tout ça. Oui. Dans le fond, ça a vraiment parti avec Nike, justement, pour le projet du marathon en bas de 2 heures par Kipchoge. Puis finalement, ils ont fini par commercialiser la chaussure. En gros, la plaque de carbone, c'est surtout que ça donne une grosse rigidité puis que ça permet à la mousse de bien travailler. Parce que la magie dans les chaussures à plaque de carbone, c'est surtout la mousse. C'est ça qui est un peu trompeur. OK. Si tu as... Par exemple, toutes ces chaussures-là, plus haut de gamme, c'est jamais les mêmes mousses qu'ils vont mettre que dans les chaussures un petit peu plus accessibles au public. Puis honnêtement, c'est vraiment là que la magie se joue. C'est pas les mêmes plastiques, c'est des matériaux qui redonnent beaucoup, beaucoup d'énergie. Fait que c'est un peu là que le bounce devient intéressant. Mais c'est que c'est des mousses qui sont super friables puis affaissables. Fait que sans la plaque de carbone, ça finirait par être une grosse galette puis à pas servir à grand-chose. Fait que ça aussi, c'est des trucs qu'on aime expliquer aux clients, parce que oui, il y a le carbone qui est super, super mis de l'avant, mais la magie se joue vraiment ailleurs, puis c'est quand même des souliers intéressants à essayer, là. Si jamais vous passez à la boutique, c'est quand même une expérience intéressante. Ouais, j'avoue que ça doit être particulier quand même. Si tu dis que le dernier modèle, c'est quasiment comme une trampoline, puis ça te propulse, puis tu sais, eux, ils font leur marketing avec ça, ils disent que tu vas gagner, je pense que c'est un 4% de performance. Ouais, c'est ça, ça reste du marketing. Eux, ils le mettent de l'avant comme étant un 4% d'économie d'énergie. En course, c'est quand même un paramètre qui est super important. Là. Ton but, c'est de ne pas dépenser trop d'énergie avec ta foulée et compagnie. En vrai, c'est plus comme un 2-3%, mais reste que c'est ce qui a été mis de l'avant puis c'est ce que les gens gardent en tête. Je peux m'améliorer de XY% sur mon temps en marathon. Fait que c'est quand même intéressant d'aller chercher un outil comme ça. Ah, c'est clair. Puis là, maintenant, toutes les compagnies ont emboîté le pas. Là. Je veux dire, tout le monde est rendu avec un soulier avec plaque de carbone. Là. Tu te promènes sur les sites de ces compagnies-là, puis c'est ce qu'ils mettent de l'avant avant leurs autres produits. Puis si je comprends bien, oui, c'est intéressant, mais pour le coureur moyen qui veut faire son 10 km au marathon SSQ de Québec en bas d'1 heure, est-ce qu'il y a vraiment un avantage à payer le gros prix pour cette plaque de carbone-là ou ça sert surtout à des gars ou des filles qui vont aller chercher des records de marathon et tout ça? Ben, c'est sûr que le gain va vraiment plus se faire sur, un, les longues distances, puis deux, des gens qui ont un certain niveau de course. Là. Puis même honnêtement, même, mettons, un coureur qui fait 3h15, 3h20 sur son marathon, ne tirera probablement pas les bénéfices d'aller chercher le gros modèle chez Nike, là, le Vaporfly. Par contre, chaque compagnie a sorti une espèce d'équivalent, mais un peu moins dispendieux. Puis honnêtement, juste pour le feeling de course puis de vitesse, c'est quand même le fun à mettre dans ses pieds. Puis même si en vrai, tu n'as pas nécessairement de gain de temps ou d'énergie, juste au feeling, c'est quand même agréable. Moi, j'en ai 2-3 paires dans mon arsenal. Puis pour faire des intervalles, c'est quand même trippant. Ah ouais? Tu te sens comme propulsé. Ben, c'est que c'est des souliers super rigides. Fait que ton avant-pied, là, il roule, puis tu as vraiment un feeling de vitesse. Après, est-ce que ça se traduit par des gains? Je ne sais pas, mais en termes de sensations, c'est quand même vraiment le fun. Ah, puis je me rappelle, moi, la première fois que j'ai fait une vraie sortie avec mes Oka Clifton, puis ils ont comme, ils ont un petit drop, mais ça reste qu'ils sont un peu arrondis. Ouais. Puis tu le sens tout de suite, tu sais. Puis moi, je passais de courir sur route plus avec des New Balance 1400 ou des Brooks Ghost. Fait que tu sais, là, tu as quelque chose de complètement différent, que tu as moins de drop, mais tu sens pas que ça stresse plus le mollet ou le tendon d'Achille. Au contraire, tu as l'impression ça te propulse vers l'avant, puis ta première run, tu es comme, OK, là, je vais un peu vite, puis après ça, tu t'adaptes et tout ça, mais cette technologie-là, est-ce que c'est propre à Oka ou il y a de plus en plus de compagnies qui ont cette espèce d'effet roulant-là? Ça s'appelle un rocker, l'effet roulant. Puis, voilà le vrai terme. Oui, voilà. Puis Oka, c'est pas mal les premiers, à mon souvenir, qui ont commencé avec ça, mais maintenant, il y a beaucoup de compagnies qui vont aller le chercher. Oka sont pas mal toutes basées sur ce style-là. Ça donne des souliers qui sont vraiment plus rigides. Fait que même pour des clients, des fois, qui ont des
Je parle à tous ceux qui ont des tendinopathies d'Achille, des fasciites plantaires, névrome de Morton. C'est toutes des conditions qui souvent sont vraiment aidées par ces souliers-là. Mais il y a beaucoup de compagnies maintenant qui vont emboîter le pas puis qui font des souliers avec rocker parce que c'est quand même vraiment agréable puis c'est moins stressant un petit peu pour tendon d'Achille mollet. OK, fait que ça fait partie de la technologie avec le petit coussin de plus de ces espadrilles-là qui font que ça peut pas économiser, mais ça peut prévenir certaines blessures ou c'est un peu stretché de le dire comme ça? Je dirais pas prévenir, mais si, disons, tu es aux prises avec ce problème-là, en aigu, subaigu, ça peut quand même aider. Là. Pour avoir passé à travers 3-4 problèmes au tendon d'Achille, à chaque fois, ça m'a vraiment... Il y a d'autres choses qui m'ont remis sur pied, mais disons que c'est un outil que j'étais bien contente d'avoir dans mon coffre à outils. Non, je comprends. Des fois, c'est une question que je me posais aussi, tu sais... Comme je te dis, moi, je cours des fois avec des 1400, des trucs qui sont plus minces, plus racer, comme tu disais. Puis, je me questionne parce que je sais que c'est ce qui ressemble le plus au mouvement naturel du pied, de comment notre pied est fait. Tu sais, si on pouvait tous être nés à l'époque des hommes des cavernes, on serait tous nu-pieds tout le temps, fait que le pied serait prêt à pouvoir courir des longues distances. Là, c'est autre chose. Puis, il y a le livre Born to Run qui a vraiment influencé ce mouvement-là. Puis à un moment donné, je pense qu'il faut mettre un peu de l'eau dans le vin puis dire oui, c'est bien de courir nu-pied comme la tribu dont il parle dans le livre au Mexique, mais c'est des gens qui ont vécu toute leur vie avec ça. Nous, on a un background qui est différent, que depuis qu'on est jeune, nos souliers en éducation physique, nos souliers de sport, ben c'est plus coussiné. Est-ce qu'il y a un risque de blessure à plus long terme, tendon d'Achille, tout ça, quand tu as un espadrille sur des très longues distances qui est extrêmement mince puis qui est dur parce que tu es directement au sol? Bien, à long terme, non, si tu fais ton adaptation adéquatement. Mais c'est sûr que si du jour au lendemain, toi, disons, qui fais tout ton volume en Clifton, qui est gros soulier, super absorbant, puis que demain, tu décides que, OK, tous mes entraînements, je les fais en 1400, bien, c'est sûr que probablement qu'il y a quelque chose qui va lâcher, là, que ce soit tendon d'Achille, les mollets, le pied. Un soulier plus mince, c'est vraiment plus stressant pour ces structures-là. Puis si on ne prend pas le temps de bien s'y adapter, c'est clair qu'il y a des bobos qui vont sortir. Puis je pense que c'est un peu pour ça que la magie de Born to Run a fini par perdre de son lustre parce que les gens ont fait les transitions beaucoup trop rapidement. Puis ils se sont rendus compte que finalement, le minimaliste, c'est pas bon, ça blesse, mais en fait, c'est comme dans n'importe quoi, c'est une question de progression puis d'adaptation. Je pense qu'on vit dans un monde où tout va vite. J'ai l'impression qu'on veut qu'elle aille vite. C'est ça, mais ça, c'est un truc qu'il faut vraiment prendre le temps de bien faire là, si on veut pas finir blessé puis un peu en rogne parce qu'on est allé trop vite. Puis à l'opposé, je pose la question inverse, courir à long terme seulement avec des espadrilles qui sont très coussinés. Moi, on dirait que mon feeling, puis j'en reviens toujours à moi parce que j'ai comme l'exemple, c'est moi, je le vis au quotidien en courant beaucoup. Tu sais, je cours 4000 km par année, fait que tu sais, j'ai d'expérience là-dedans, mais comme je dis en ouverture, je connais rien à ça, fait que je pose des questions en me prenant comme exemple, mais j'ai comme une crainte de me dire, quand je suis avec des racers, je sens que mon corps au complet travaille, je sens que je suis correct le lendemain, mais je sens que le mouvement s'est fait le plus naturellement possible. Tu sais, j'aime des fois courir après mes intervalles, faire 1 kilomètre nu-pied juste pour, on dirait, faire un cool-down à 7 minutes du kilo, bien relax. Puis j'aime ça, ce feeling-là que le corps travaille. Puis j'ai peur que, à long terme, courir qu'avec du coussinet ou courir majoritairement avec cette espadrille-là, est-ce qu'il y a des choses qui s'affaissent? Est-ce qu'il y a des muscles qui travaillent un peu moins? Donc, c'est plus néfaste ou c'est dans ma tête puis c'est pas vrai? Ben, tu sais, à l'inverse, je disais que le soulier mince faisait plus travailler le pied, mollet, tendon d'Achille, mollet. Voilà, j'ai dit les trois. Tout ça. L'autre mollet. C'est sûr que le gros soulier est un petit peu plus protecteur. Fait que je pourrais pas dire si à la longue, il y a des trucs qui vont s'affaisser ou quoi que ce soit, mais c'est clair que si tu veux retourner à un soulier qui est plus mince, il va falloir que tu t'adaptes à cette espèce de stress-là parce que le pied est un peu plus encarcané. Puis, tu sais, personnellement, je le vois, là, depuis à peu près 1 an, je cours vraiment avec des plus gros souliers. Puis quand je remets mes racers ou mes 1400, même mes souliers plus minces, je le sens. Là. Fait que la clé, là, c'est vraiment de varier, comme on dit un peu plus tôt, là, parce qu'il y a quand même une chance, selon moi, que les acquis se perdent à la longue puis qu'on doit recommencer un petit peu plus loin. Parce qu'on
notre transition, en fait. Ouais, c'est ça. La combinaison de tout ça, je pense qu'elle est bonne. Puis quand on court beaucoup, parce que là, si c'est des gens qui écoutent puis qui commencent à courir, là, tu te dis, là, ça me prend 5-6 heures d'espadrille. Pas nécessairement. On parle, mettons, là, on est en conversation entre deux personnes qui courent beaucoup de kilomètres par semaine. Puis on y reviendra tantôt peut-être plus en mode débutant, parce que je sais que j'ai beaucoup de gens qui écoutent, qui sont des coureurs ou des coureuses qui ont commencé peut-être pendant le confinement ou dans les dernières années. Puis on pourra parler plus d'un comment choisir son espérance quand on commence et qu'on n'a pas d'expérience. Puis je pense que c'est super enrichissant de t'avoir pour jaser de tout ça. Mais pour finir avec le mot de trail et tout ça, j'ai le feeling que combiner, c'est un peu la clé. Puis de toute façon, à force de courir, on accumule beaucoup de temps d'espadrille. Puis moi, il faut vraiment que mes orteils sortent du côté pour que je les jette. Fait que j'ai des vieux 1400 que j'aime ça ressortir juste pour le feeling un peu plus, aller faire des intervalles puis sentir que je suis proche de la piste. Fait que je comprends que de combiner tout le monde, c'est la clé. J'irais dans ce sens-là aussi. Là. Ça reste que, oui, probablement quand on commence, on a une paire, puis c'est celle-là qu'on veut user jusqu'à la fin, puis après, on va la changer. Mais je pense que moindrement qu'on court un peu plus, c'est d'aller chercher plusieurs outils dans notre coffre à outils. Là. Ça revient un petit peu à ça pour un peu mieux cibler ce qu'on a besoin selon notre entraînement. Je pense que ça peut vraiment faire la différence à la longue sur la qualité des entraînements puis même les sensations. Je parle pas du côté plus profitable pour le coureur, là, ça n'a vraiment pas rapport, mais c'est ça, ça devient un petit peu plus intéressant à la longue. Ben oui, puis tout bon coureur aime avoir un arsenal, un large éventail d'espadrilles. Puis des fois, ça peut même faire partie de la stratégie de course. Tu sais, j'en parlais un peu avec des gens avec qui j'ai couru à Aricana et tout ça. Puis des fois, quand tu as accès à des drop bags, quand tu connais le parcours ou quand tu t'es informé sur ce qui se passait, est-ce que telle personne est plus technique, telle personne est plus roulante, ben c'est le fun de pouvoir adapter puis d'avoir justement ce coffre à outils puis de se dire, ben, entre ces deux ravitaux-là ou entre ces deux drop bags-là, c'est une portion vraiment technique, mais peut-être que je vais y aller de quoi d'un peu plus près du sol pour avoir ce contrôle-là. Puis à l'inverse, si plus tard dans la course ou avant, ben, c'est plus roulant, peut être le fun de s'économiser puis de mettre de quoi d'un peu plus épais. Oui, vraiment. Puis justement, quand j'ai fait mon 80 à la chute, on avait un drop bag justement au 47e kilo, je pense. Je m'étais mis un Speedgoat, fait que super coussiné, confortable. Puis mon Summit, pour changer, au départ, j'avais un S-Lab de Salomon, fait que super mince, dynamique, justement pour la première partie, pour aller plus vite. Puis je me suis mis un modèle avec de la drop ou un modèle coussiné. Puis selon comment j'arrivais à la station, j'avais comme deux choix en fonction de mes bobos. Fait que j'étais là avec la drop pour finir la course, puis ça s'est bien passé. Ça fait du bien. Ouais, vraiment, mes petits mollets étaient contents. Ouais, c'est ça. Mais quand on commence à connaître ses espadrilles, son arsenal, c'est le fun pour ça. Moi, je sais que une des raisons pourquoi j'ai voulu faire une transition, c'est qu'à un moment donné, je courais beaucoup avec du Brooks que je trouvais pesant. Puis là, c'est le fun, les derniers Cascadia sont beaucoup plus légers. Tu sais, avant, c'était au-dessus de 450 grammes, je pense. Quand il est gorgé d'eau en milieu de course, tu traînes un petit boulet. Fait que c'était une des raisons pourquoi je voulais transitionner, bien que je les aimais. Mais les derniers Cascadia sont plus légers chez Brooks. Puis moi, c'est mes souliers de fin de course, c'est mes pantoufles. Même, j'aime le Speedgoat et tout ça, mais il n'y a rien qui se compare. Puis c'est peut-être un feeling parce que moi, il est propre à mon pied puis il me fait bien. Mais quand je mets mon Cascadia, je suis comme, OK, ça fait 50 kilos, il en reste 50. Ou peu importe c'est quoi la distance, je sais que je vais être plus coussiné. Puis rendu plus tard dans la course, mais tu n'es pas à la même vitesse non plus. Tu sais, sur des longues distances, ça sert à rien d'avoir de quoi le racer pour aller super vite quand tu es dans le mid-pack puis tu es au 80e kilo puis tes jambes n'avancent plus. Rendu là, tu cours plus à 4 du kilo. Fait que c'est ça. Peu importe ce que tu as des jambes, les grammes de plus, t'es sens pas. Là. Exact. C'est mieux d'aller pour le confort puis de finir ta course avec un sourire que d'avoir mal à chaque pas. Ben non, c'est clair. Fait que tu disais que ça fait 4 ans au coureur nordique, 2 ans de plus à Montréal, voyons, j'oublie le nom de... À la maison de la course. À la maison de la course, voilà. Je suis pas montréalais. Avec moi, c'est un nouveau terme pour moi. Oui. Donc, ça fait quasiment 6 ans ça fait plus de 6 ans que tu es dans le domaine à conseiller des coureurs, des coureuses. Qu'est-ce que tu as vu changer à travers les années, autant dans les modes ou juste dans les coureurs? C'est quoi ton constat entre tes premières semaines à la maison de la course puis aujourd'hui, ce qui se passe au coureur nordique? C'est quoi les tendances qui ont changé? C'est quoi les modes qui ont changé? Plusieurs choses. Je dirais déjà le poids puis juste la construction des chaussures. Tu sais, de plus en plus, puis tu l'as noté avec le Cascadia, là, même les gros souliers, les compagnies innovent à chaque année pour essayer d'aller chercher un petit peu le côté légèreté qui est attirant dans les souliers plus de compétition.
Fait que, tu sais, je regarde, mettons, un Ghost en 2015, c'était pas la même chaussure qu'aujourd'hui, même si dans les deux cas, on parle juste de l'évolution d'un même modèle. Fait que ça a beaucoup changé. Puis, tu sais, maintenant, au niveau de l'empeigne, là, du tissu, ben on n'a plus de trucs rigides, plus de protecteurs au niveau des orteils dans les suies de route. Fait que c'est des chaussures qui laissent un petit peu plus respirer le pied. Puis, tu sais, au niveau de la trail, ça va un petit peu dans le même sens, là. Fait que vraiment, d'aller chercher le côté un petit peu plus légèreté de la chaussure, peu importe il est coussiné comment. Mais je trouve que ça reste quand même des chaussures qui évoluent moins, dans le sens où j'ai l'impression que les coureurs de trail, sont bien avec leur cascadette, par exemple. Ils vont garder leur cascadette, puis on prête peut-être un petit peu moins d'importance, justement, au poids, puis ces trucs-là. Même si à la longue, ça peut quand même devenir une petite épine, là, mais je pense que c'est surtout le confort avant tout que les gens vont regarder. Puis, niveau route, un autre truc, je trouve, qui a changé, puis je suis quand même satisfaite, là, les antipronateurs, fait que les correcteurs dans les chaussures sont vraiment moins gros, puis moins rigides qu'avant. Ça me fait quand même plaisir de voir ça, là, qu'on n'est plus gêné de sortir une chaussure qui a un correcteur, là. On est quand même... on est à l'aise avec l'idée, puis c'est vraiment moins encombrant que c'était avant. Puis pour ceux qui connaissent moins ça, les antipronateurs, peux-tu nous expliquer un peu ce que c'est? Moi, je le sais parce que j'en ai eu une paire en 2015 qui m'a blessé parce que était pas du bon bord. Je ne me rappelle pas ce qui s'était passé. J'avais pas été conseillé au coureur nordique. Non. On fait pas de la pub, mais on le fait pareil. Puis c'est ça. Bref, qu'est-ce qu'un antipronateur? En gros, anciennement, puis je pense que c'est quand même quelque chose qui est encore véhiculé, mais on est là pour changer les idées un peu des gens. Anciennement, l'antipronateur, les gens disaient que ça empêchait la pronation, qui est le mouvement un peu du pied vers l'intérieur, là, du pied qui s'affaisse. Fait qu'anciennement, on disait que l'antipronateur, qui est un bloc rigide à l'intérieur de la chaussure, empêchait ce mouvement-là et donc empêchait les blessures. Aujourd'hui, on sait que c'est pas le cas. Mais la beauté d'avoir un petit bloc un peu plus rigide dans la chaussure, c'est que la chaussure se déforme vraiment moins rapidement. Fait que quelqu'un qui fait de la pronation, qui a tout le temps le pied qui verse vers l'intérieur, nécessairement, sa chaussure va finir par se déformer puis être vraiment être un peu tordue puis penchée vers l'intérieur. Fait que d'avoir ce bloc-là, ça diminue, disons, la vitesse avec laquelle sa chaussure va se déformer. Puis c'est un petit peu l'avantage, en fait. Là. Ça permet de changer la chaussure moins souvent. Puis c'est plus le fait d'aller dans une espèce de vis biomécanique. Là. Si ta chaussure se tord, ton pied va tout le temps plus vers l'intérieur, puis ça devient un peu vicieux. Fait que c'est grosso modo l'avantage pour les gens qui se sentent à l'aise et qui sont bien avec ça. Mais maintenant, ils sont moins prononcés qu'ils étaient, donc risque de blessure ou d'adaptation difficile est moins grave. Exact. Puis, tu sais, ça, c'est tout le temps un truc que je discute aussi avec la personne. Si jamais je vois en courant sur la piste que c'est quand même versant, ben, je lui propose l'idée, on en essaie, mais c'est pas bien, ben, c'est tout, là. On va aller vers un autre soulier, puis c'est pas grave, même si ça corrige pas. Hein. C'est juste que il va falloir qu'elle change sa chaussure plus rapidement, puis qu'elle soit plus alerte aussi aux déformations. C'est quoi qu'on entend le plus quand on travaille dans une boutique de chaussures qui est erroné, des choses que les gens, des idées préconçues que vous devez, des fois, il faut un peu déconstruire. Qu'est-ce que vous entendez le plus souvent? C'est quoi le classique? C'est une bonne question, ça. Je dirais le poids. Tu sais, mettons, on a un bonhomme là, de 6 pieds 2, 250 livres qui arrive qui dit « Ah, moi, je suis costaud, là, ça me prend une grosse chaussure. » Mais pour vrai, puis ça, la littérature le démontre, là, le poids, ça n'a pas vraiment d'incidence avec la chaussure qu'on va conseiller. Fait que, tu sais, quelqu'un peut peser 250 livres, mais faire des super petits pas, avoir une cadence très élevée, puis être super léger. Comme je peux servir une coureuse de 110 livres qui fait des pas de 2 mètres, puis qui fait le plus de bruit que j'ai jamais entendu. Fait que ça, c'est quand même un mythe que je déconstruis beaucoup, là. Les gens restent un petit peu avec cette idée-là, puis c'est un truc qu'on entend souvent. L'antipronateur aussi, là, puis même, mettons, les conseillers qu'on engage, c'est quelque chose qui est vraiment comme ancré. Fait que ça, c'est des trucs que tranquillement, on travaille à déconstruire. Puis c'est un peu l'avantage d'avoir des gens de tous les horizons dans notre équipe. Il y a moi qui est en physio, on a des kin, on a vraiment des gens de background super variés. Fait que ça permet de justement avoir des conseils un petit peu plus éclairés puis plus à jour
pour les chaussures qu'on conseille. OK. Ah, ben, c'est intéressant parce que c'est ça, je pense que l'idée du poids, on l'entend souvent. Puis Oui. en même temps, je me dis, la personne, ton gars de 6 pieds 2, 250, ben, ses jambes supportent son poids depuis toujours, au même titre que moi qui a une shape différente, puis l'autre coureur là-bas qui a une shape différente. Oui. La musculature est proportionnelle. Son mollet est plus gros, le gars de 6 pieds 2, 250. Son mollet il est prêt à recevoir cette charge-là à chaque pas. Mais c'est intéressant parce qu'on aurait cette tendance-là à se dire, ben, on va prendre de quoi de plus coussiné pour absorber le poids, mais au final, le muscle est plus grand, puis la personne marche tous les jours en supportant ce poids-là. Oui, exact. Puis tu sais, ça, c'est... Ce que tu dis, c'est super intéressant parce que c'est vrai aussi avec les coureurs, puis qui arrivent qui disent moi, j'ai les genoux qui rentrent vers l'intérieur, j'ai les pieds qui rentrent vers l'intérieur, mais c'est pas nouveau d'hier, là. Ça fait peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans que ses genoux se touchent, puis il n'y a jamais eu de problème nécessairement. Fait que c'est des trucs aussi en tout cas, que moi, j'aime beaucoup parler avec mes clients parce que des fois, on part avec des idées préconçues, ils pensent que c'est anormal ou quoi que ce soit, que ça doit être corrigé, mais en vrai, pas tout le temps, puis pas nécessairement. Là. OK. Ah, c'est intéressant. Puis tantôt, j'en parlais, je trouvais ça intéressant d'aborder l'aspect plus coureur débutant, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui m'écrivent, qui me disent « Hey, c'est cool ton podcast, j'apprends un peu à découvrir ce monde-là via Patrice Godin, via d'autres coureurs, des gens le partagent, puis c'est super intéressant de vous lire. Puis je veux pas que ça devienne une espèce d'espace élitiste où ici on parle juste de trail puis de gens qui courent 3000, 4000 km par année. Au contraire. Tantôt, tu me parlais comment vous accueillez un coureur chez vous qui vient pour magasiner un nouvel espadrille, mais quand c'est quelqu'un qui commence, qui a vraiment un background, qui dit, ben là, moi, j'ai voulu profiter du confinement pour me mettre à la course à pied, me remettre en forme, perte de poids, meilleure santé, peu importe c'est quoi les raisons. Est-ce que le conseil est un peu différent? Parce que là, tu parles de quelqu'un qui a aucun antécédent de coureur, coureuse et aucun antécédent d'espadrille ou de dire j'ai déjà été bien dans ça ou dans ça. Là, il n'y a pas cet aspect-là. Comment vous l'approchez? D'abord, on les félicite. Voilà, parce première que chose. c'est vrai, ouais, c'est vraiment cool. On aime tout le temps ça, avoir des nouveaux coureurs. C'est comme une page vierge, en fait, là, que tu peux tranquillement commencer à écrire. Mais la première des choses, c'est on leur apporte je pense que c'est, en tout cas, à la Maison de la course pour coureurs nordiques, c'est comme ça qu'on fonctionne. On leur apporte une chaussure test qu'on appelle, fait que c'est un premier soulier avec lequel on va les faire courir. C'est sûr qu'avant, on va leur avoir posé des questions un peu sur leurs habitudes de course, sur leur type d'entraînement, s'ils ont des blessures quelconques auxquelles on devrait porter attention. Mais après, avec ces informations-là, on s'en va derrière dans notre gros labyrinthe de chaussures, puis on choisit un premier modèle. Quand on leur met dans les pieds, ce qui est super important, puis si jamais vous n'êtes pas à Québec, puis que vous devez aller magasiner dans une grande surface, c'est tout le temps bon d'avoir ces petits trucs-là en tête, là, mais on veut tout le temps laisser un dégagement en avant des orteils. Première des choses qu'on vérifie pour éviter que les ongles deviennent noirs puis qu'ils tombent. Ça, pour les gens de trail, c'est un autre concept parce que même si tu as de l'espace, des fois, c'est inévitable. Ouais. Ça, reste qu'après 15-20 heures de course, c'est clair. c'est moins facile à contrôler. Mais chez quelqu'un qui court 3 fois 5 kilos dans sa semaine, on peut l'éviter en ayant un bon fit de souliers. Fait que de tout le temps laisser un petit dégagement, à peu près 1 centimètre en avant des orteils. On vérifie aussi la largeur, parce qu'un soulier qui est trop étroit, qui vient compresser le pied, ça peut causer des douleurs, puis même des problèmes à la longue, des engourdissements. Fait que longueur-largeur. Puis après, on les envoie courir sur la piste. Et quand la boutique est bondée, on leur dit de ne pas faire attention, qu'il n'y a personne qui les regarde. Ouais. C'est super important qu'ils essaient leurs souliers. Puis pour vrai, moi, tout ce que je leur demande, c'est qu'est-ce que ça dit? Est-ce que c'est confortable? Puis là, s'ils me disent c'est une pantoufle, bingo, on est dans le bon style de chaussures. Puis souvent, je vais leur sortir des comparables. S'ils me disent pas sûr, là, je vais avoir tendance à sortir, justement, comme on parlait tantôt, du plus mince, du très coussiné, de l'entre-deux. Puis à partir de ça, ils vont faire leur choix en fonction de ce qu'ils trouvent confortable. Je suppose que c'est aussi d'adapter un peu votre langage versus un coureur, une coureuse qui arrive et qui est expérimenté parce que là,
tu peux pas parler de drop puis de ces technologies-là puis de ces aspects-là, mais c'est plus d'y aller dans le confort. Puis si la personne, je suppose, te dit « Ah, je le trouve un peu épais, tout ça, peut-être qu'il serait plus à l'aise dans quelque chose d'un petit peu plus mince ou peu importe. » Mais je suppose que c'est beaucoup un peu d'éducation sur le site sans vouloir remplir la tête de la personne avec trop d'infos, mais il faut qu'il y ait un feeling qui sont confortables dans l'espadrille. Oui, c'est ça, parce que rendu là, s'ils n'ont plus de plaisir à sortir faire leur entraînement, c'est un peu là, je trouve qu'on a mal travaillé. Fait que c'est vraiment qu'ils soient confortables, puis laissez la couleur de côté, s'il vous plaît. C'est une prière. Avant de travailler là-dedans, tu peux pas te douter la quantité de gens pour qui c'est important, mais de grâce, soyez bien dans vos chaussures avant de les trouver belles, parce que quand on court, on regarde en avant, on regarde pas nos pieds. Mais non, c'est ça. Ouais, mais sur les photos sur Instagram, on les voit. Oui, c'est sûr. Non, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, moi, je suis sur plusieurs groupes Facebook, dont le groupe Les Grands Écartés. Là, c'est comme la gang qui écoute le podcast Les Grands Écarts de Jean-Philippe Vautier. Puis, tu as vraiment toutes sortes de coureurs. Puis, c'est vraiment un groupe, on est rendu 2000-2500 personnes, je pense. Puis, tu as de tous les niveaux. Puis, tu as Johan Rock puis Angenique qui parlent de leurs expériences. Puis, tu as des coureurs qui sont comme fiers d'envoyer leur Strava de « Hey, mon premier 2 km, t'es comme shit, c'est hot. » Tu sais, les gens, ça les motive. Puis, le podcast de Jean-Philippe est devenu connu, je pense, parce que justement, lui, il est connu, donc les gens sont bien intéressés à ce qu'il faisait, à ce podcast-là, puis ça a encouragé plein de monde à courir. C'est le fun de voir des fois les questions, puis tu peux pas juger ça parce qu'au contraire, on a tous eu ces raisonnements-là quand tu commences à courir, puis c'est comme faire « Ah, c'est cute! » Tu sais, à un moment donné, je voyais « Qu'est-ce que vous faites quand il pleut, puis que ça va salir vos espadrilles? » Puis t'es comme « Tu y vas pareil, puis ça se lave, si tu tiens à ce qu'il soit beau. » Mais au contraire, il me semble, il y a de quoi de satisfaisant quand tu as une paire de running qui a du vécu. Ouais. Mais, je trouve toujours ça cute, puis ça me fait penser exactement à l'histoire que tu racontes de la couleur, parce que je pense qu'on l'entend beaucoup, ça, puis vous devez l'entendre beaucoup de « Ah, mais ce nouveau modèle-là, les couleurs, le choix n'est pas important. » Puis l'autre fois, je checkais des reviews d'espadrilles de course pour le fun, puis des comparables, tu sais. Puis dans les avantages, c'est comment lui, il vient en 20 couleurs différentes, c'est comme « C'est-tu nécessaire? » Oui, c'est ça. Puis, tu sais, entre elles, moi, je m'amuse tout le temps à leur dire, de toute manière, votre chaussure, elle va finir brune. Fait qu'elle soit rose, noire ou verte, là, le fun, c'est qu'elle devienne brune puis qu'elle croûte un peu dans ton entrée. Voilà, puis si elle n'est pas brune, il y a un problème, c'est que tu contournes les trous de boue, puis c'est pas correct. Exact. C'est de la traîne, mais c'en est pas. Ben non, exactement. Puis là, on parle, peut-être que c'est des infos que tu peux pas nous donner, mais est-ce qu'en étant au coureur nordique, tu as une visibilité sur des choses qui s'en viennent ou est-ce que tu t'informes et tu sais ce qui s'en vient dans le marché pour 2021? Y a-t-il des nouvelles technologies? C'est quoi le futur à court terme de ce que tu sais pour le monde de l'espadrille, de course ou de course en sentier? Pour la course en sentier, d'après moi, ça ne changera pas tant que ça. Là. Ça va être des évolutions, des modèles qui existent déjà, fait un peu plus léger, moins contraignant pour le pied. Mais j'ai pas vu de grosses nouvelles en tant que telles dans ce qui s'en vient pour le sentier. La route, d'après moi, ça va continuer sur la lancée des plaques de carbone, de la légèreté. Toujours plus épais? Il y a quand même une limite, puis ce qui arrive, c'est que c'est plus accepté partout maintenant. En course officielle, fait qu'éventuellement, il va falloir qu'ils contournent ces nouvelles règles-là. Mais j'ai pas de gros scoop en tant que tel. Là. D'après moi, c'est quand même sur une bonne lancée, puis on va continuer plus dans le monde de la performance pour la route, puis la bonne vieille chaussure de trail en sentier. Voilà, c'est ça la clé. Exact. Avant d'aller plus dans ma dernière portion qui est mes questions éclairs, avant ça, je voulais qu'on fasse une portion un peu plus name-dropping de marque parce que je te sens que tu comptes, pas que tu contournes, mais on parle d'espadrilles plus coussinées, moins coussinées, mais on est moins dans les brands. Puis j'ai goût juste pour le fun, c'est pas des questions que j'ai préparées, puis c'est pas des questions où on va te juger sur le choix d'espadrilles, mais juste pour le fun, c'est quoi qui sort le plus en ce moment en route? Quelle marque sort le plus? En termes de marque, je dirais que, en tout cas, au coureur, New Balance, c'est très fort. Puis, tu sais, après, on vend beaucoup de 1400 comme on vend beaucoup de 880 qui sont des chaussures diamétralement opposées. Ben oui. Le 1400 étant le racer, puis 880 étant le gros trainer super classique. Fait que c'est pour ça que c'est tout le temps un truc qui est difficile. Là. Les gens entendent parler, par exemple, de New Balance, puis ils disent « Ah, ma cousine, elle a des New Balance, puis elle aime vraiment ça. » Mais c'est tout le temps un truc qu'on doit un peu contourner puis déconstruire parce que la variété au sein d'une marque est tellement grande que ça devient un peu difficile de bien jauger. Mais je dirais que New Balance sort bien en route et en trail. J'avais vérifié un petit peu avant le podcast juste pour
pour avoir une idée un peu, mais ça sort très bien, justement, le Summit Unknown. Oka aussi gagne tranquillement en popularité. Puis ça, je pense qu'on le voit un petit peu à l'échelle, du moins américaine. Là. Aux États-Unis, c'est super fort comme marque. Puis ici, tranquillement, ça sort. Puis on voit qu'ils sont agressifs aussi. Ils signent beaucoup d'athlètes. Puis leurs athlètes, ben c'est la première gang qui a autant d'athlètes qui font juste ça de leur vie, qui déplient le budget, qui disent OK, ben nos 10-12 coureurs principaux, eux autres, ils ont un salaire à l'année, puis ils sont agressifs là-dessus, puis ils sont agressifs dans les courses qui commanditent. Il y a de plus en plus, la Western State, depuis l'année passée, c'est rendu la Western State Oka, puis il y a plein de courses comme ça, fait que je pense qu'ils sont agressifs dans leur marketing. Oui, vraiment, puis le reste que c'est des souliers qui ont quand même des looks très différents, fait que ça, les gens les voient au mur, puis souvent on a des questions, puis ils nous demandent, puis moi j'aime ça les faire essayer, fait que souvent j'en sors quand même si ça... la personne vient chercher un racer, ben ça se peut que je sorte quand même un Oka, juste pour qu'elle ait le feeling un peu du soulier très léger, mais vraiment plus coussiné. Là. Ben non, c'est ça. Je suppose que Salomon aussi sort encore beaucoup, ça reste que dans le monde de la trail, puis en Europe encore plus, c'est pas mal... les number one, en tout cas, de tout ce qu'on voit en termes d'athlètes élites, puis en termes de vente, Salomon, c'est un incontournable. Oui, je trouve que Salomon a un peu l'image de Nike pour les coureurs de route. Fait que souvent, les gens viennent se chercher un soulier de trail, puis d'emblée, ils nous parlent du Salomon. Fait que ça a un nom très fort, là, effectivement, en trail. La grosse écurie en trail, effectivement, c'est Salomon. Oui. Puis toi, mettons, au quotidien, tu t'en as parlé un peu tantôt, tu cours avec du Summit, tu cours avec t'as un peu de tout, je suppose, parce qu'en travaillant au coureur nordique, tu as plein de tentations d'essayer des choses. Mais mettons, ton number one de route, c'est quoi? Et là là! En ce moment, mettons, je varie énormément. T'sais, mon premier marathon, je l'ai fait en Bare Access Merrell, puis après, je suis tombée dans du Clifton. Fait qu'effectivement, on essaye beaucoup de souliers. En ce moment, je cours beaucoup en Rincon, qui est le genre de light trainer, fait qu'il pas le plus gros, pas le plus mince chez Oka. Puis j'aime vraiment beaucoup mes Ghosts. Fait que ma grosse pantoufle là, de volume, je sors mes Ghosts. Puis mettons en intervalle, j'ai le Endorphin Pro, un soulier à plaque de carbone de Saucony qui est franchement chouette. Okay. Intéressant. Puis en trail? En trail, Summit Unknown, All the Way. Summit Unknown, All the Way. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment mon favori. C'est un soulier qui est super simple. Il n'y a aucune technologie qui est pas particulièrement wow, c'est pas lui qui va faire les tribunes, mais je le trouve tellement confortable, léger, la grippe est super versatile, fait que c'est mon go-to, que ça pour une sortie de 5 kg ou de 12 heures, là, vraiment, vraiment top-notch. Ça se peut-tu que New Balance, en trail, en tout cas, ils semblent s'être cherchés un peu avant d'arriver avec le Summit. Tu sais, il me semble, dans les dernières années, ils ont des modèles qui sont sortis puis qu'on n'a plus jamais revus. Le Summit, ça fait pas si longtemps, je pense, qu'il est sorti. Ça fait quand même un bout, puisque quand j'ai commencé à travailler à la Maison de la course, on avait le Summit V1, qui était vraiment, vraiment très, très mince comme chaussure, puis qu'on sortait moins, parce que c'était un petit peu moins accessible. Après, il y a eu le Summit V2, qui est, moi, mon soulier favori de tous les temps. Je l'ai encore, puis je cours encore avec. Mais il est rendu vieux puis usé, mais c'est incroyable. Mais après, ils ont sorti le Unknown, qui a vraiment catapulté leur vente entre elles. Leurs autres souliers sont plus gros, ils ont moins de structure, fait que ça vient un petit peu moins rejoindre le monde du trail, surtout au Québec. Parce qu'on a des sentiers tellement techniques, tellement variés que ça te prend un soulier qui a quand même une certaine stabilité, fait qu'un soulier en grosse mousse fresh foam super mou, c'est peut-être un peu moins intéressant pour nous ici. Fait qu'effectivement, le Unknown a comme catapulté leur vente ici. Ah ouais. Puis on voit que New Balance aussi, longtemps, ils ont eu une approche, ils ont des souliers extrêmement minimalistes, les Minimus, justement. Puis même en trail, ils ont eu du temps où, dans leur écurie, tu avais Anton Krupicka qui était comme genre de gars il y a une vidéo classique avant la Western State avec son couteau à steak, puis il coupe. Il est commencé par New Balance, il sort de la boîte, puis il coupe la semelle parce qu'il veut un drop zéro, puis à l'époque, personne ne fait ça. Mais tu sais, je me rappelle, quand j'ai commencé en trail, New Balance, il y avait beaucoup de souliers de trail avec du Vibram, avec une semelle super performante, mais drop zéro puis tout. Et que moi, je m'en étais éloigné parce que moi, ça me faisait moins. Mais là, on sent qu'avec le Summit, ça avec quelque chose qui est peut-être un peu plus grand public. C'est cool, Anton, là, c'est une machine, puis tout le monde connaît Anton. C'est le Jésus de l'ultramarathon, mais ça reste que c'est un athlète hors du commun. On peut pas, en tout cas, pas dire je veux le même Fitzpatrick que ce gars-là parce que
c'est un autre game complètement. On peut pas se comparer à des gens comme ça. Là. Fait que je sens avec le Summit, on est arrivé avec de quoi qui est plus grand public pour le mid-packer qui veut quelque chose de plus près du sol, qui est quand même agressif. Là. Vraiment. Puis, anecdote super cocasse, au Québec, on a un hiver qui est quand même rude, particulièrement à Québec. Là, j'ai vraiment vu la différence. Ah ouais, à ce point-là. Ah oui. Je me suis même mis au ski de fond tellement je trouvais ça long. Mais dans le fond, le Summit Unknown avant n'existait pas en Gore-Tex. Le Gore-Tex était une membrane imperméable. Puis on avait tellement de demandes aux coureurs que Jimmy, notre propriétaire, en a parlé aux représentants. Puis maintenant, on a un Summit Unknown Gore-Tex qui ont sorti pour nous au Québec. Ah ouais. C'est le soulier d'hiver qu'on vend le plus. Fait que c'est quand même cocasse. Ah, c'est fou quand même, hein? Ouais. Ah, Jimmy a de l'influence quand même. Ah oui, oui. Ouais. Puis sinon, dernière chose, dans la section, appelons-la name dropping, mais c'est quelle marque qui te surprend le plus d'être une marque qu'on n'a pas citée ou qui est plus dans la marge, puis quelque chose qui te surprend, puis qui pourrait être dans quelques années le prochain Oka, dans le sens l'espèce de marque que personne ne voit venir, puis qui se met à gagner en popularité? Ouh! On a beaucoup de vieilles marques en stock, tu sais, des Saucony, New Balance, ça fait une centaine d'années qu'on a, qui existent en fait, pas qu'on a. C'est une bonne question. J'aurais tendance à dire que dans les plus récentes, en ce moment, c'est pas mal Oka, Altra. Puis pour vrai, Oka est sur une super grosse lancée, puis initialement, c'était vraiment des gros monstres là, comme chaussures, puis maintenant, ils travaillent beaucoup. Fait que je sais qu'on a beaucoup parlé, mais je pense que c'est quand même une des marques en ce moment qui innove le plus puis qui chamboule beaucoup les choses par rapport à d'autres marques qui sont là depuis super longtemps puis qui sont plus conservatrices, comme ASICS, Brooks, par exemple. Puis c'est ça, j'ai quand même l'impression que c'est eux, là, dans les prochaines années, qui vont être à surveiller. C'est très innovateur comme produit. Oui, puis je voyais qu'ils en ont sorti un nouveau de route. Là. Je voyais Sage Canada, qui est un athlète de trail américain, mais qui s'est qualifié pour les Olympic Trials plusieurs fois. Puis c'est un gars de route aussi en marathon qui est performant. Puis ils ont sorti un nouveau soulier de route qui est vraiment plus près du sol. On est loin de la grosse galette qui fait la renommée d'Oka. Ils ont l'air de se diversifier. Même, je pense, entrer le Challenger, ça se peut-tu qu'il y en a un peu plus près du sol. Puis on dirait qu'on est commencé par Oka. On dirait qu'Oka présente cet épisode. Mais le Challenger est plus comme le Clifton, là, c'est, mettons, son pendant en trail. Mais en ce moment, c'est pas mal le Torrent qui est l'air plus mince, mais ça reste... C'est épais comme un Cascadia au moins, là. Fait que c'est pas si mince, mais c'est quand même léger. Mais non, on n'a pas de nouvelles marques présentement. Là. Peut-être que Matt Sport va faire une percée. Une percée, mais en ce moment, c'est ça, à surveiller, à voir. Intéressant. Fait que comme toute bonne entrevue de Pas sorti du bois, écoute, t'es la 8e. C'est quasiment rendu un vieux podcast. Mais je t'emmène tout le temps avec mes questions éclairs qui sont 10 questions A ou B, très rapides. Tu réponds le plus rapidement possible. C'est NAC qui présente les questions éclairs. Donc, je rappelle que le FKT masculin appartient à Elliott Cardin en 27 secondes et le FKT féminin appartient à Marie-Ève Pelland en 25 secondes. Donc, c'est quand même assez rapide. Laisse-moi juste, je ne sais pas, je suis capable d'aller pogner mon sel que j'ai mis un peu loin. Voilà, parce qu'on s'entend qu'il faut calculer le temps. C'est important. Oui. Donc, des questions A ou B, puis tu réponds le plus vite possible sans réfléchir. Simple comme ça. Fait que tu me dis quand tu es prête? Je suis prête. Route ou trail? Trail. Hiver ou été? Hiver. Courtney DeWalter ou Emily Forsberg? Emily. New Balance ou Nike? New Balance. Question NAC. Nouvelle saveur amande chocolat ou banane chocolat? Amande chocolat. Veste d'hydratation ou gourde à main? Veste. Monter la montagne ou descendre? Descendre. Courir ou grimper? Courir. Chute du diable ou trail de la clinique du coureur? Chute du diable. Sucré ou salé? Sucré. 29 secondes. Ah! Quand même un très bon temps. Sous la barre des 30, là, c'est très rapide. Mais je pense que le record de Marie-Ève... 25 secondes, Marie-Ève Pelland, je ne sais pas si ça va se battre. Je lance ça comme ça dans les airs, mais c'est quand même très rapide. Fait que merci. Ça fait plaisir. C'est ce qui va conclure notre épisode. Comme d'habitude, je remercie mes habituels collaborateurs, David Hébert qui signe le design graphique du podcast, Fred Desroches qui signe le thème musical. Puis je te remercie toi, Lauriane, de t'être prêtée au jeu, d'être venue jaser de ton parcours de coureuse, d'espadrée et de marque.
puis d'Oka, parce qu'on dirait qu'on a parlé beaucoup de ça. Oui, mais on n'est pas commandité, on tient à le dire. On tient à le dire, ni par le coureur nordique, ni par Oka, mais c'était super intéressant. Puis, tu sais, à Québec, le coureur nordique, c'était naturel pour moi parce que il y a plein d'autres bonnes boutiques. Puis la boutique du Lac, j'étais allé pour la première fois il n'y a pas longtemps parce qu'on allait chercher les dossards d'Arikana. Puis l'équipe là-bas est super, puis ils ont du gear. Puis, tu sais, quand t'es un coureur de trail, t'arrives à une place, c'est comme un magasin de bonbons, tu peux juste tout t'acheter. Mais pour en revenir au coureur nordique, ben moi, j'étais un fan des premières heures. Mes premiers espadrilles, il y a 11 ans, je les ai achetés là, après la recommandation de mon ami L'Emmanuel Gagnon, qui travaille pour la clinique du coureur, qui est un bon ami à Jimmy. Puis j'aime bien ça aussi, les séances d'intervalle du mardi. Quand le temps, quand la pandémie n'est pas là, le coureur nordique organise des entraînements plusieurs fois par semaine, je pense. Puis félicitations à Jimmy. Rappelle-moi le nom de la cofondatrice avec lui. Joliane. Joliane et Jimmy, on vous envoie un petit kudos. Puis merci à toi, Lauriane. C'était vraiment le fun de jaser d'espadrilles autrement que debout au coureur nordique à travers les clients, puis d'en faire jaser autour d'une bière et d'un micro. Oui, exact. Puis merci pour l'invitation. C'était vraiment plaisant. Merci. Puis écoute, après, tu as double 42 l'an prochain à l'UTHC. On aura l'occasion de reparler de trail autour d'un micro, j'en suis certain. Certainement. Fait que merci Lauriane, merci tout le monde. Puis on se dit à la prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.